Le Médoc, c'est quoi? Le Médoc, c'est la terre entre deux eaux. C'est la terre du milieu. C'est une terre qui a été formée, d'une part, par la nature, bien évidemment, mais également qui a été façonnée par la main de l'homme. Située dans le sud-ouest de la France, au nord-ouest de Bordeaux, entre les eaux de l'estuaire de la Gironde, le plus large d'Europe, et celle de l'océan Atlantique, traversée par le 45e parallèle, se trouve le Médoc. La physionomie du Médoc n'a pas toujours été celle d'aujourd'hui. La Gironde, il y a quelques milliers d'années, se jetait dans l'océan, non pas par un estuaire, mais par un delta, parsemé d'îles. Il y avait une île à Soulac, il y avait une île à Talais, une île à Jolignac-Loirac, un peu plus loin, une île à hauteur de Valérac, et ça continue comme ça pratiquement tout le long de l'estuaire. Toute la partie au nord de l'Espare a été jusqu'au XVIIe siècle une zone de marais. Sur ces terres petites en surface, entourées d'eau très souvent, on y vivait très difficilement. D'une part, les gens ne pouvaient se déplacer que lorsqu'il y avait de l'eau. À marée basse, ils étaient isolés puisqu'ils étaient entourés de marais. Et c'est une histoire assez récente puisque c'est au XVIIe siècle, sous le règne de Henri IV, qu'il a été décidé d'assainir toutes ces terres. Et on a donc construit une digue qui fait plus de 20 km, qui part de la Pointe de Grave jusqu'après Valérac. Valérac étant un village qui se situe après le phare de Richard. Cette digue en moyenne fait environ 2 mètres de haut. Et derrière cette digue, on a construit tout un réseau de fossés. Tout ce réseau hydraulique récolte l'eau de ruissellement qui vient se jeter par des chenaux plus importantes dans l'estuaire à marée basse. Ces grands chenaux sont fermés par des écluses que l'on peut observer notamment à Port-de-Goulet, à Port de Richard. Et ces écluses fonctionnent avec la pression de l'eau, c'est-à-dire que quand la marée est basse, sous la pression de l'eau de drainage qui vient des marais, ces écluses s'ouvrent, l'eau s'écoule, et inversement, lorsque la marée monte, puisque nous sommes dans un estuaire qui est soumis aux marées, ces portes se ferment et empêchent l'eau de pénétrer dans les terres. Telle que cette poldérisation a été conçue par les ingénieurs hollandais donc au XVIIe siècle, tel cela fonctionne encore aujourd'hui. Lorsque ces terres ont été asséchées, on a gagné des prairies tant qu'on en voulait. Donc, on a pratiqué de l'élevage, de la culture céréalière, et la place libérée sur ces croupes a permis d'implanter de la vigne. Quelque chose de curieux, dans une commune qui n'est pas loin d'ici, qui s'appelle Queyrac, ces terres asséchées ont reçu l'appellation des polders de Hollande. Et partant de là, dans ces polders, on élevait des vaches à lait principalement. On a créé une laiterie qui était relativement importante. Je crois qu'il y avait une centaine d'employés à une certaine époque. Et on y fabriquait du fromage de Hollande, puisque c'était du fromage qui venait des polders de Hollande. Les polders de Hollande de Queyrac en Médoc. Alors le Médoc, c'est trois bandes parallèles, le long de la Gironde, sur une largeur à peu près de 5 à 8 km, jusque dans la région de l'Espare, un peu au nord. C'est de la Grave qui porte la vigne. Au centre, c'est une partie de sable sous lequel il y a de l'allios imperméable et qui, pendant longtemps, a été une région de pastoralisme et qui, depuis le XIXe siècle, est plantée en pin. Et la troisième zone à l'ouest, c'est évidemment la zone océane, la dune. Ce n'est que depuis le XXe siècle, avec la voie ferrée Arras-l'Espare, que cette partie du Médoc prit son essor, grâce à la présence des lacs d'eau douce. Jusque-là, on ne pouvait accéder facilement à l'océan car l'obstacle de la dune, culminant parfois à 70 mètres,
ainsi que la présence de marées rendaient ces zones inhospitalières. Les sables, apportés et déposés par la mer sur les bords de la côte, sont soulevés par les vents, franchissent le sommet des dunes et retombent sur leur côté opposé. Elles se déplacent ainsi, tantôt lentement, tantôt rapidement. Les dunes, ayant des aspects spécifiques, portent des noms. Ainsi, un truc est une dune remarquable par son profil, son importance ou par une marque. Quand la dune est massive et arrondie, c'est un pote. Relativement boisée, elle devient un mont, escarpée et régulière dans ses faces, on l'appelle piquet. Formée en croissant, on la désigne sous le nom de croc. Les premières dunes furent formées probablement après la dernière glaciation, à l'âge du bronze il y a 4000 ans. Ces dunes, dites anciennes, furent fixées par de la végétation. À l'époque romaine, le littoral s'avançait plus à l'ouest de plusieurs kilomètres. Cordouan était relié au continent, Soulac était alors sur la rive gauche de la Gironde. De larges fleuves se jetaient dans l'océan, tels la Hanchise, auquel le golfe de Gurp servait d'embouchure, sillonnés par de nombreux navires, débarquant leurs marchandises dans les ports de Naujac, de Magagnan, ou encore à la hauteur d'Ourtin, à Louvergne, autre port marchand sur l'océan. En 580 de notre ère, un cataclysme fit rage, détruisant les forêts, les bourgs, les villages, affaissant le plateau calcaire. Les courants marins apportèrent de grandes quantités de sable, redéclenchant le phénomène dunaire. Les dunes anciennes, ainsi que leur végétation, furent recouvertes par les sables, bouchant en grande partie les estuaires des rivières, qui coulaient là à cette époque. Les eaux de ruissellement, ne trouvant plus leur chemin vers l'océan, s'accumulèrent et transformèrent les zones les plus basses en marécages. Les lacs de Carcan, Ourtin et Lacanau commencèrent ainsi à se former. Au fil du temps, ces monstres de sable se déplacent à l'intérieur des terres, dévorant forêts, villages, terres cultivables et les nombreux édifices présents durant le premier millénaire. Telle l'abbaye de Saint-Nicolas de Grave, qui fut ensevelie au XVe siècle, et dont les ruines réapparurent au début du XXe, du côté de l'océan cette fois-ci, ou encore le monastère de Montciro, probablement enseveli sous la dune de Carcan. Au Porge, l'ancienne église et son cimetière, dont la tradition voudrait qu'il soit celui des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, décimé par les fièvres ardentes, engendrées par de nombreux moustiques, qui croissaient dans les marais, disparaît sous les dunes. En même temps, l'avancée des dunes pousse les lacs qui à leur tour inondent les terres, obligeant les habitants à se déplacer vers l'est, à l'image des villageois de Sainte-Hélène-de-l'Étang qui, voyant les eaux monter peu à peu, sont obligés d'abandonner leur village et fondent la ville d'Ourtin. À Lacanau, on décide de construire une nouvelle église au milieu du XVIIIe siècle, lorsque l'ancienne fut progressivement inondée, la rendant inutilisable. L'ensablement des estuaires rend la côte rectiligne telle qu'on la connaît de nos jours. Les liens entre les lacs et l'océan se referment peu à peu jusqu'au XVIIIe siècle où ils disparaissent complètement, rendant les ports, qui se sont installés là, à l'abri des colères de l'océan, obsolètes. Le pastoralisme devient l'économie principale du pays. Les bergers, afin de récupérer des pâturages pour leurs moutons, incendient très souvent les forêts en été, vouant à l'échec tout effort de stabilisation des dunes. Ce n'est qu'au XIXe siècle, grâce aux travaux menés par l'ingénieur Brémontier, que l'on commença à fixer les dunes grâce à la plantation massive de pins maritimes, de genêts, d'ajoncs. En même temps, la création d'un réseau de fossés et de canaux a permis de rendre cette région salubre, car, jusqu'à cette époque, seuls vivaient dans cette zone inhospitalière des bergers juchés sur des échasses ou quelques naufrageurs, pillant, volant et tuant tout ce qu'ils amenaient à s'échouer là. L'exploitation de cette forêt a apporté à cette partie du Médoc de substantiels revenus, en particulier grâce à la résine et à ses dérivés, colophane et essence de térébenthine, remplacés aujourd'hui par des produits de synthèse. De nos jours, face à l'océan qui continue à ronger la côte, entamant la barrière dunaire, au sable qui essaye d'envahir les terres, le combat se poursuit. Et il est essentiel de préserver la végétation existante sur les dunes, ainsi que les aménagements mis en place, sous peine de connaître une remise en marche de ces montagnes de silice.